Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Oui, OK. On va commencer très bientôt parce qu'on a juste 1 heure à remplir. Alors, si on est prêt, bonjour tout le monde, bienvenue à ce slam, ce grand slam de traduction à l'ère de l'IA. Welcome to this grand translation slam in the age of AI. Je m'appelle Shelley Pomerantz, je suis animatrice et traductrice à mes heures. L'autre jour, j'ai entendu un éditeur dire que les traducteurs débutants sont des jeunes traducteurs. Alors, je suis une jeune traductrice. Ça me fait plaisir de le dire. I'm started already. Oui, OK. Juste pour vous dire que cet événement est présenté par la Quebec Writers Federation. La directrice est juste ici, Laurie Schubert, en train de travailler. Et je tiens à remercier les personnes et les organismes qui ont rendu possible cet événement. D'abord, un très grand merci à Olivier Goujon, s'il est dans les alentours, directeur général du Salon de livre de Montréal, pour son encouragement et son accueil très, très généreux. The Quebec Writers Federation is also grateful to the Department of Canadian Heritage for its generous support. Je pense que vous avez compris, là, ça va se passer dans les 2 langues. On va tous étourdis à la fin, mais c'est correct. Avec nous cet après-midi, les auteurs J.D. Curtness, qui est ici, qui n'est pas timide, et Sean Michaels, qui est très, très timide, vous voyez. Et les deux nous ont généralement offert d'utiliser leur texte pour ce slam. Ainsi, avec nous, les 4 traducteurs humains qui se sont prêtés au jeu. Nicolas Danby, ici à ma gauche, Pablo Strauss, Catherine Ego et Éric Fontaine, aussi 2 jeunes traducteurs, même s'ils sont bien rodés. Les 4, des jeunes traducteurs. Et bien sûr, avec nous, en esprit, on va dire in spirit, notre participant IA, DeepL, que moi j'appelle DeepL, mais c'est DeepL, qui n'a malheureusement pas accepté d'être ici en chair et en os. Perhaps I should say that DeepL didn't wish to be here decked out in zeros and ones. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Super. Alors, bienvenue à tout le monde. Peut-être vous expliquer comment ça marche. How does a translation slam work? I myself did not know until a couple of weeks ago. So we're in this together. If it's your first one, it's my first one too. So first we're going to hear J.D. Curtness read her work, her text in its original language. It's an excerpt. And then we'll have a look at the 2 French to English translations by Nicolas Danby and Pablo Strauss, and one by the AI software known as DeepL. And we'll discuss and compare. And you should have copies of the text in hand, and if there aren't enough, you can share with your neighbor. It's a very friendly event, this event. Ensuite, on entendra le texte de Sean Michaels et on examinera les traductions de Catherine Ego et Éric Fontaine et bien sûr de DeepL. Et on discutera de tout ensemble. Alors, without further ado, plongeons. D'abord, j'aimerais inviter J.D. Curtness à lire son texte. Je vais la présenter. She's a native of Saguenay-Lac-Saint-Jean. She moved to Montreal to study microbes before branching out into literature and computer science. She's published a dozen short stories and 3 novels. Of Vengeance, in French it's De Vengeance,
aquariums, in French it's aquarium, et La Vallée de l'Étrange. And she's going to read to us from La Vallée de l'Étrange. At once scientific and humanistic, her writing explores our relationship with technology and the land. Her work has been translated into English and German and will soon be available in Arabic. Alors, je vais vous laisser lire, puis après, je vais présenter les traducteurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'extrait est tiré de La Vallée de l'Étrange. Dans toutes les bonnes librairies, c'est disponible. Voilà. Fin de l'infopub. Alors, ça va comme suit. Les parents de Zacharie ne lui épargnent pas le tourbillon de la vie. Il est un enfant occupé, précoce, doué et anxieux. Le couple fait de son mieux pour donner toutes les chances à son fils unique. Avant même sa conception au début du 21e siècle, sa mère surveille son alimentation. Elle a coupé l'alcool, les charcuteries et les œufs au plat, au cas où elle serait enceinte sans le savoir. Pour minimiser les risques d'attraper la toxoplasmose ou la listériose, ce fœtus aura tous ses neurones intacts. Le résultat de son test d'Apgar est de 8, malgré 28 heures de travail. Zacharie fait des cours de bébé nageur, d'éveil musical, d'anglais avancé, de danse hip-hop, de piano, de tennis et de taekwondo. Tous les étés, il court après un ballon de soccer avec les autres enfants du quartier, chaussé d'espadrilles neuves. L'enfant larmoie au printemps. L'armoire devait prendre un E et non un T. Il y a une faute, je suis désolée. Donc, l'enfant larmoie au printemps, développe de l'urticaire en été et une toux grasse souligne chaque retour en classe à l'automne. Il souffre d'asthme et d'allergies mineures qui lui pourrissent la vie sans la menacer. Sa mère le badigeonne de crème hydratante ou solaire, selon la saison, et l'oblige à prendre des doses quotidiennes de Ventolin et d'antihistaminiques. Une brève poussée de psoriasis accompagne l'hiver de ses 11 ans. La dermatologue explique aux parents que le stress peut être un déclencheur de ce type de maladie inflammatoire. La psychologue diagnostique une somatisation d'anxiété de performance. Bref, leurs névroses rendent leur fils malade. Elle conseille subtilement aux parents de lui foutre la paix, ce qu'ils font. Le psoriasis disparaît, les allergies diminuent. Ils laissent Zacharie jouer plus longtemps à Minecraft, à condition qu'il mange ses légumes. Il ne sera sans doute pas médecin ou actuaire, mais il arrête de se gratter. À l'instar de Skynet, Zacharie se réveille un matin avec une conscience de soi aiguë, paralysante et ordinaire. Sa puberté s'enclenche. L'enfant insouciant et pleurnichard qu'il est découvre un monde gris et impitoyable. Ses camarades de classe ont déniché les profils Facebook de ses parents sur les réseaux sociaux et les centaines de photos de Zacharie enfant qu'ils y ont publiées. Zacharie à l'Halloween, Zacharie à Noël, Zacharie en vacances, Zacharie sans dents de devant, Zacharie endormi la bouche ouverte, Zacharie couvert de nourriture, Zacharie qui pleure, Zacharie sur le petit pot, et même le Zacharie joufflu, difforme et méconnaissable des premiers mois de sa vie. Ces photos annulent tous les efforts qu'il a mis sur la construction de son propre profil, composé principalement de captures d'écran de ses succès aux jeux vidéo. Ses parents acceptent de supprimer toutes les photos humiliantes, mais le mal est fait. Elles circulent et tout le monde les a vues. On rit de lui quelques jours seulement avant de passer à un autre souffre-douleur, mais c'est assez pour sonner le glas de son enfance et de son innocence. Voilà. Game on! Merci beaucoup, J.D. Kirkness. Alors, je vais présenter les deux traducteurs, puis on va se mettre au travail. Nicola Danby is a French-English translator with a BA honors in traduction et stylistique from McGill University and an MA in translation from York University. One of her earliest memories is her father teaching her to write the letter E in front of the fire, and she's been in love with language ever since. She is now a translator and reviser at Hydro-Québec and is also the translation editor at Carte Blanche
and was on the translation jury for the 2019 Governor General's Literary Awards. She lives in Montreal with her husband and 2 boys and their 2 guinea pigs. I didn't write that. She did. Pablo Strauss grew up in Victoria, BC, and has lived in Quebec City for 20 years. He's translated over 10 works of Quebec fiction, several graphic novels, and the screenplay of 1 feature film. He is a 3-time finalist for the Governor General's Award for Translation. Alors, vous avez devant vous les textes. You have the text in front of you. First of all, I'd like to ask Nicolas and Pablo what the challenges were for you in this translation. And neither of you had access to Julie. You didn't contact her. And you could tell me also if that would have been helpful if you had access to her. Hi, is the mic working? Yes. Yeah. There were a lot of challenges in this text. Normally, I would work with an author at the very end after I'm totally finished. So usually we try and do our best ourselves, and then we ask our questions. For me, I would say the verb tense was a bit of a challenge. I put it in the past, I noticed, and Nicola left it in the present. Yeah. And I think a big challenge is the way certain things in French are just normal ways of doing things, and in English we have different conventions. So, for example, in French, if you say the name Zachary once, you're not allowed to say it again for the next 10 paragraphs, because that's crazy. So we'll have a bunch of synonyms. There'll be the boy, then it'll be the person from Rimouski, and then it will be, and they get more and more. And to the English ear, that's a bit unusual. We think it's okay to just say the name over and over again. So when we're translating, that's one of the types of things where I try and take liberties, and instead of just following the French conventions, we have to figure out what is really the author's style and what is an integral part of the language that we can go ahead and change. Nicola, it's true, I was going to point that out, that yours was in the past tense, Nicola's yours was in the present tense, which French does much more, right? It often writes things in the present tense. Well, it just seemed to me that the thing about this text that I found so interesting was that it was clinical, but it was also very conversational. So there was an enumeration of facts that were demonstrated a closeness and an intimacy with this character, but it was also listed sort of like a psychologist's report. And so the vocabulary was very, I use those words all the time, but at the same time, it was emotionally distant and removed. So there was an empathy for the character that didn't translate the same way. So the challenge I had was making sure that I could use those terms and stay close while having that removed aspect. And I think that came through in the verb tense. It was like, how closely can I follow this person? How close can I get to them? There was one thing I noticed. If you look at the third paragraph, le troisième paragraphe, l'enfant larmois au printemps développe de l'urticaire en été et un tout grasse. You translated it, Pablo, if I've got it right, as hives, and you translated it, Nicola, as eczema. And why did you change it to eczema rather than hives? Because I have eczema. It's translated. It can be both. It's translator's license. Yes. Okay, I thought that was funny. There's a tricky line. Une brève poussée de psoriasis. It's right after that, I think. Une brève poussée de psoriasis accompagne l'hiver de ses 11 ans. And Nicola, you wrote, a brief episode of psoriasis prickles him through his 11th winter. And Pablo, you wrote, one winter, age 11, there is a short-lived episode of psoriasis. You want to talk about the prickling there?
again, it's that thing about how it's a distance, but it's also I wanted to inform the reader about how uncomfortable it is. The physical feeling of it. Yeah. Okay, and Deep L said he suffered a brief bout of psoriasis in the winter when he was 11, which is a bit flat-footed and clunky, I thought, you know. In the winter when he was... I liked his 11th winter that you used, or one winter, age 11, but I thought Deep L failed miserably on this one. There's in the long list of photographs, Pablo, you left out a couple, like Zachary covered in food, Zachary in tears. Did you do that on purpose, or was that an oversight? No, I did not do that on purpose. Okay. So it might be a good point to mention the importance of working with an editor who can catch things like that. All right, we'll forgive you this time. Don't do it again. Deep L doesn't make mistakes like that. Yeah. It does? No, it's a good point. Yeah. The AI doesn't make mistakes like that, but it makes other mistakes. Like in one place, maybe it was in the other translation, it put something in the wrong tense, like totally. It put it in the past tense when it was a kind of conditional. So, here's one I liked. On rit de lui quelques jours seulement avant de passer un autre souffle-douleur. Let me see if I can tell you where that was. That was, it's the last line. On rit de lui quelques jours, where did I put this? Quelques jours seulement avant de passer un autre souffle-douleur. And Nicola, you said, for a few days he's the butt of their jokes. Then they move on to their next victim. And Pablo, you said he was the laughing stock of his class for a few days before the kids found someone else to pick on. And Deep Al said he was laughed at for only a few days before moving on to another victim, as if the child in question took somebody as their victim. So Deep L got that one totally wrong. Deep L needs a good editor too, I think. Anything else either of you want to mention? Or JD, if you have questions or thoughts? Can I... Yes? Oh, est-ce qu'on peut mettre le micro de JD? 1, 2, 2. Ah oui, merci. OK. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de tout lire, donc je me suis un peu arrêtée au même paragraphe que vous. En fait, ce qui me chicoterait, c'est que quand je dis au début du 3e paragraphe qui ramène une toux de l'école, en fait, c'est l'école qui le rend malade, comme à toutes les rentrées scolaires. Mais je vois que les deux traducteurs ont traduit comme si c'est lui qui rapportait la toux à l'école au lieu de rapporter la toux de l'école. Moi, c'est le genre de détail quand je lis ça, ça me chicote parce que c'est pas tout à fait le sens que je voulais insuffler à... Mais c'est vraiment un détail. OK, ça, c'est dans le 3e paragraphe? Oui, c'est ça. C'est, Et un tout gras souligne chaque retour en classe. Voilà, c'est ça. Donc, la toux est due à l'école et c'est pas lui qui ramène sa toux à l'école. En tout cas, bref, c'est ça. Non, mais c'est des petites choses. Ouais, c'est quand même important. Voilà. Alors, j'en ai une autre ici. Ces photos, là, on parle aussi des photos. Ces photos annulent tous les efforts qu'il a mis sur la construction de son propre profil, composé principalement de captures d'écran de ses succès aux jeux vidéo. And Deep L says, these photos cancel out all the effort he had put into building his own profile, which is not the most exciting sentence in the world. And our two translators have much more exciting translations. Pablo, I love the verb you use. You say, these photos obviated all the work he had put into constructing his own profile. And then you use kind of very hip lingo. You say mostly screen caps of his gaming prowess. I like the screen caps rather than screen captures or screenshots. And his gaming prowess, I love that. Very elegant. And Nicolas says, these pictures undercut any efforts he makes to build his own profile, which chiefly consists of screenshots of his video game successes. So both our human translators used really interesting verbs like obviate and undercut, while Deep L just said, these photos cancel out, which is not as interesting as the other two. So we give them more points for that. I don't know if you have any comments about each other's translations. I guess one other thing I wanted to ask you is,
In some cases, you use words, I mean, I just gave an example. You use words that are more recherché or more writerly than in the original. And wondered about why you decided to do that. Go ahead. I think you have to look at the text as a whole. So Julie's writing is a mix of registers. Her books are very, very funny, and she likes to use a lot of slang, but also often quite technical and scientific vocabulary, as we see here. So if you try to put the same register word by word in every spot, sometimes in English you'll end up with an awkward kind of compromise. So what I try and do is look at the big picture, the entire text, and match the register that way. But you really have to go sentence by sentence and read your own text on its own and see if it's working as a piece of English writing. Good point, good point. Nicola, anything you want to add there, or the other translators? We'll have, I hope, a few minutes at the end to have a more general discussion, so when everybody can jump in. If there are any comments from the audience, just let us know. Any questions? So I think on va passer maintenant à notre deuxième équipe. Je vais présenter d'abord Shawn Michaels, né en 1982 à Stirling, en Écosse. Shawn Michaels a grandi à Ottawa avant de s'établir à Montréal, où il vit toujours. Il a créé le blog Set the Gramophone, l'un des plus influents à se consacrer à la musique. En tant que chroniqueur culturel, il a collaboré avec de prestigieuses publications comme The New Yorker, The Globe and Mail and The Guardian. Il est lauréat du Scotiabank Giller Prize, du Grand Prix Numix et de Prix Nouvelle Écriture. Il a été finaliste pour le Prix des libraires du Québec. Son troisième roman, Do You Remember Being Born, a été publié en 2023 et la traduction française est actuellement en cours chez Éditions Alto. Et je vais présenter les traducteurs tout de suite, puis après je demanderai à Shawn de monter sur la scène. Et nos traducteurs vers le français, dans le parcours de Catherine Egault, tout tourne autour du dire, traductrice littéraire, autrice, performeuse, médiatrice, animatrice en justice réparatrice, intervieweuse et animatrice radio, enseignante. Je pensais que moi, je faisais beaucoup de choses, mais vous m'avez battue par plusieurs. Elle traduit des romans, de la poésie et des essais, écrit des nouvelles et du théâtre pour l'oreille, et exalte l'écriture dans l'oralité au fil de ses spectacles. C'est pas fini. Diplômée en sciences politiques, en prévention et règlement des différends et en études autochtones, elle a traduit plus d'une trentaine d'œuvres de fiction et d'essais et a remporté, et là il faut que je prenne un peu d'eau, pardon. Elle a traduit plus d'une trentaine d'œuvres de fiction et d'essais et a remporté le prix littéraire du gouverneur général en traduction 2 fois, en 2016 et en 2003. Elle vient juste de le gagner. 2023. Félicitations. 3 fois finaliste au prix du gouverneur général en traduction, Éric Fontaine a traduit plus d'une vingtaine d'œuvres, parmi lesquelles figurent celles de Michael Crummy, de Craig Davidson, de Juji Gardner, de Tom Gold et d'Emily Schultz. Sa première traduction, T'es con, point, de Doug Harris, a remporté le prix de la Fondation Cole 2012 et de la Quebec Writers Federation. Il a été reçu en résidence au Centre international de traduction littéraire de Banff et au Collège international des traducteurs littéraires à Arles. En 2018, il a fait partie du corps enseignant à Banff et il vit à Montréal. Alors voilà pour les traductions et maintenant c'est à Shawn de monter sur la scène, nous faire un peu de lecture. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. I'm going to read today from Do You Remember Being Born? This is a book about a famous poet named Marion, 75-year-old poet from New York,
who agrees to go to California and spend 1 week writing a poem with a big tech company's new poetry AI. And so much of the book is her trapped in a room, well, going into a room, trying to figure out if she can, how she can, should she collaborate with this AI, this cutting-edge AI named Charlotte. And so I chose a pretty, I deliberately chose an excerpt where she's kind of chewing on this AI collaborative problem. And it's also, I deliberately chose an excerpt that's sort of naughty and thorny, it's a bit technical feeling. So bear with me as we read it. If you have a copy in front of you, you'll see there's this little section where which the translators may not have known. I'm not sure if they did some diving to know the context, but there's a few lines where it'll say the rose's color was, and then there's another line that's sort of highlighted. That's because that's sort of, Marion would type into the computer, the rose's color was, and then this AI character, Charlotte, is the one who completes the line of poetry. And so it's kind of her testing out how Charlotte responds to her suggestions. Okay. Art is husbandry, I thought. It is an experiment in imaginary kinship. Bring together this mare and this stallion, this marriage and this moon, this son and this daughter. Poems, paintings, pop songs, choreographies, all are collisions of associations deliberately and also unforeseeably formed. One attempts to manage the consequences, to mitigate the damage. I know that moon evokes roundness, whiteness, coolness, night. I might not know the way it reminds you of orchids or miscarriage or of Victoria, British Columbia. But no, perhaps I could predict orchids. Perhaps orchids and moon seem to vibrate on the same frequency to me, too, something ineffable and strong. So perhaps I put them in a poem together. Perhaps I put roundness and whiteness and orchids in a poem together, omitting moon. Perhaps I let these gravities work on one another, an invisible web catching meanings in it. All of this, any of this. Perhaps I may choose any word to place beside the preceding word. A painter may choose any stroke. I test the water for salinity. I listen to what goes bump in the night, with the night. I did not necessarily know how to express these ideas to the neural network. Maybe I could parcel out my pedantry a little at a time, crumbs of wisdom into the chat window. Charlotte was supposedly custom designed for poetry. At some level, she already knew these things or had intuited them. How to choose between vermilion, red, and crimson. She knew that each of these words exerted a different gravity, pulled different meanings close and pushed others away. She wouldn't always select red or scarlet or vermilion, nor would she just choose one randomly. Surely not. The rose's color was black and golden. The rose's color was red. The rose's color was not discovered until after a photo shoot for a World War II veterans group that ran in the 1970s. The rose's color was affected by the blade. Every time I repeated a query, Charlotte had another answer waiting. Some were obvious, some dull or wrong, but others brought me to a standstill in the room's bright daylight. Her imagination had a sort of boundlessness. Human beings are like water striders, going from thought to thought in short, quick lines. Only rarely does an idea really appear to come out of nowhere, left field. But Charlotte's left fields went on and on endlessly. Every time I clicked the blue Proceed button, she could draw from a different frame of reference, raise another vision, like a prism containing not one spectrum, but 10 million, an infinity. Thank you. Good luck. Merci beaucoup, Sean.
C'est super. On dirait que vous aimez beaucoup l'intelligence artificielle. On va en discuter. Alors, ce que j'ai remarqué avec vos deux traductions, que les possibilités sont vraiment infinies, hein, c'est sans fin. Je n'ai pas trouvé deux phrases pareilles, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment fascinant. Alors, j'aimerais d'abord montrer les limites de Deep Elm. Sean se pose une question, il fait une suggestion. Il dit, "So perhaps I put them in a poem together." Traduit par Catherine, ça devient, alors je pourrais peut-être les glisser dans le même poème. Et Eric dit, peut-être que je les réunirai alors dans un poème. Et Dippel se trompe complètement et dit, il comprend pas, ou elle comprend pas, le temps de verbe et ne saisit pas la subtilité. Elle dit, alors peut-être que je les ai mis ensemble dans un poème. Et ça, c'est vraiment pas correct. Et c'est un peu plate, je les ai mis, comparé à les glisser dans un poème ou les réunir alors dans un poème. Je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu, dire en général comment vous avez trouvé cet exercice de traduction, Catherine? Moi, je l'ai trouvé intimidant. Ah oui? C'est-à-dire que je mange ma propre soupe parce que quand j'enseigne, je montre des traductions au tableau, mais elles sont anonymisées. Et là, sachant que ma traduction allait avoir mon nom et celle de mais vous êtes là pour vous défendre. Comment? Vous êtes là pour vous défendre. On verra. Vous avez accepté, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Par amour, Shelley. On accepte par amour et après on regrette. Non, je regrette pas du tout. La difficulté, c'était la complexité du texte de Sean. Aussi le fait qu'on n'a qu'un extrait. Alors on n'a pas tout le relief du livre, évidemment, c'est plusieurs centaines de pages. Et normalement, on lit tout le livre au complet avant de plonger là-dedans. Ou à tout le moins, quand on a fini de le traduire, on l'a lu au complet, donc on peut retourner en arrière. Alors ça dépend comment on travaille. Et puis l'autre chose donc c'est ça, j'ai fait des choix, par exemple, de mettre le texte au présent que j'aurais peut-être pas maintenu sur tout un livre, mais sur un extrait, ça me paraissait défendable. Et puis j'ai gardé mon vieux réflexe de noter des questions que j'aurais posées à l'auteur dans le cadre d'un livre et que je me suis pas permis de faire. J'aurais peut-être dû le faire, mais j'ai pas poussé l'exercice jusque là. Donc c'était ça pour moi les difficultés. Il n'y avait pas de difficulté? Non, mais la difficulté, c'est surtout de savoir ce que j'avais devant les yeux. Quand j'ai lu le texte pour la première fois, comme je n'ai pas lu le roman au complet, je me demandais bien ce que j'avais devant les yeux. C'est un peu la même chose que Catherine. Oui, voilà. OK. Et des petits problèmes de vocabulaire, tout simplement, comme pour la première phrase, husbandry, qui n'est pas un terme facile à traduire et on peut faire ce qu'on veut avec. Oui. Si vous regardez au début du deuxième paragraphe, il dit, Sean écrit, "I did not necessarily know how to express these ideas to the neural network. Maybe I love this. Maybe I could parcel out my pedantry a little at a time. Crumbs of wisdom into the chat window." Et Catherine, vous avez écrit, je ne sais pas comment exposer ces idées au réseau neuronal, dispenser ma méticulosité maniaque peu à peu, avec un point d'interrogation, lancer des miettes de sagesse par la fenêtre de clavardage. Et Eric, je ne savais pas forcément comment exprimer ces idées au réseau neuronal. Peut-être que je pourrais disséminer mon savoir ostentatoire petit à petit, balancer des miettes de sagesse dans la fenêtre de clavardage. Je trouvais ça bien. Vous avez trouvé deux belles façons, mais très différentes, de traduire pedantry. Mais en même temps, vous auriez pu aller chercher pédantisme ou pédanterie, mais vous avez choisi autrement. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi? C'est pas un mot qui fait vraiment image pour le lecteur. Okay. Ça se traduit pas tout simplement comme ça. Ça c'est mieux en anglais, pedantry, qu'en français. Non. Catherine?
Mais c'est parce que pedantry a aussi l'idée d'être maniaque du détail. C'est parce que pédanterie en français n'a qu'un sens, qui est quelqu'un qui est très orgueilleux, qui tartine un petit peu son savoir, etc. Ce qu'il y a dans pedantry. Mais il y a aussi dans pedantry une méticulosité qui n'est pas dans pédanterie. Alors c'est ce qui fait que j'ai opté pour méticulosité maniaque, pour garder la méticulosité, puis aussi le fait que ça frôle la folie. Là. OK. Ouais. Puis juste pour vous dire, Deepel reste très terre à terre, traduit du mot à mot. Deepel dit « Je ne savais pas nécessairement comment exprimer ces idées au réseau neuronal. Je pouvais peut-être répartir mon pédantisme petit à petit en déposant des miettes de sagesse au lieu de fenêtres de clavardage, dit dans la fenêtre de discussion. » qui est un peu moins technique, moins intéressant. Je ne sais même pas si ça se dit fenêtre de discussion. Ça ne se dit pas. Je voulais aussi juste ajouter que allez-y. J'ai trouvé ça très intéressant que Catherine, que vous avez reconnu ou peut-être juste deviné, mais l'allitération là-bas, parcel out my pedantry, the alliteration, parcel my pedantry. Ah, la méticulosité maniaque. Oui, d'avoir un petit miroir là-bas, j'ai beaucoup apprécié ça. Oui, ce que dit elle ne voit pas, c'est le rapport qu'elle imagine à ce moment-là avec Charlotte, que l'autrice imagine. Moi, j'aime bien le mot qu'a choisi Eric de balancer des miettes, comme veulent balancer ça pour voir ce qu'elle en fait, comme on en balance aux oiseaux. Oui, lancer parce des que miettes, ce que dit Deep L, c'est neutre, c'est-à-dire c'est mettre une miette. Alors que je pense que ça prend un humain pour comprendre que elle va lancer des petites graines comme ça en voyant si ça germe ou pas pour voir ce que ça fait. Mais une chose que j'ai remarqué avec Deepel à chaque fois, c'est pas très élégant. Hein? C'est il ou elle va pas chercher de l'élégance du langage. Un autre, dans le 3e paragraphe, Sean a écrit « Every time I repeated a query, Charlotte had another answer waiting. Some were obvious, some dull or wrong, but others brought me to a standstill in the room's bright daylight. » Eric a écrit « Chaque fois que je répétais ma question, Charlotte avait une nouvelle réponse. Certaines allaient de soi, d'autres étaient banales ou erronées. Mais d'autres me laissaient pantois dans la clarté du jour qui inondait la pièce. Laisser pantois, c'est très, très beau. Et Catherine a écrit « À chacune de mes sollicitations, et c'est jamais pareil, hein, les phrases sont tellement différentes. Charlotte apporte une réponse différente, parfois évidente, parfois insipide ou fautive. Eric avait dit banale ou erronée, Catherine dit insipide ou fautive. Mais il arrive qu'elle me coupe le souffle dans la lumière vive du jour qui baigne la pièce. Alors, Eric disait « me laisse pantois », Catherine dit « me coupe le souffle ». Alors, c'est très actif. Deepel dit certaines choses étaient évidentes, d'autres ennuyeuses ou erronées, mais d'autres encore m'immobilisaient dans la lumière vive de la pièce. Et lumière vive de la pièce, c'est la traduction de « In the room's bright daylight », mais Catherine avait dit « la lumière vive du jour qui baigne la pièce », et Eric avait dit qui inondait la pièce. Alors, c'est vraiment beaucoup plus riche, si je peux dire. Une dernière, avant qu'on se lance un peu dans une discussion plus générale avec tout le monde. Au dernier paragraphe, il y a Sean utilise le mot « water striders ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des bestioles qui se promènent sur l'eau. Et pour moi, la traduction, moi j'ai toujours connu ça comme des patineuses. Mais Catherine et Eric, tous les deux, ont traduit ça comme des araignées d'eau. Je ne suis pas biologiste, mais c'est pas la même chose. Les araignées d'eau, c'est vraiment des araignées, et des patineuses, c'est vraiment pas des araignées. Elles ont pas... les araignées ont quoi? 8 pattes? Mais les patineuses d'eau ont 6 pattes. Alors, je suis pas là pour... Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'imagine qu'on a fait les mêmes recherches. En tout cas, on a cherché tous les deux. On a trouvé araignée d'eau, c'est le terme consacré. Je sais qu'il y a aussi un terme qui est plus familier, plus poétique, c'est les demoiselles.
parce qu'elle marche comme ça, mais c'était trop ambigu. Dans ce texte-là, hors contexte, les humains sont comme des demoiselles, ça marche pas, c'est incompréhensible. Non. C'est pour ça que j'ai opté pour Araignée d'eau, mais ça fait pas très envie Araignée d'eau en français, c'est ça, c'est un peu le problème. Ouais. Mais j'ai cherché patineuse, mais je l'ai pas trouvé. Mais moi, l'usage commun au Québec, je connais ça parce qu'il bouge vraiment comme quelqu'un... Mais le mot patineuse, si j'y avais pensé, je l'aurais pas utilisé non plus parce que ce que ça évoque en premier, c'est une vraie personne, un humain, une femme qui fait du patin et c'est pas ça qu'il veut dire. Ah, c'est vrai. Il aurait fallu dire comme la bestiole patineuse. Éric? Non, c'est juste pour dire la même chose. Essentiellement, on cherche water spider, puis la traduction consacrée, c'est araignée d'eau, tout simplement. Oui. Mais il n'a pas dit water spider, il a dit water strider. En effet. Mais je suis un peu maniaque, méticuleuse moi-même, là. Je m'excuse. Alors, peut-être on peut avoir une discussion un peu plus générale. Catherine et Éric, juste pour vous revenir... le français est souvent plus imagé que l'anglais, plus poétique même. Ils utilisent plus de mots pour exprimer une idée. Est-ce que vous essayez de reproduire exactement le même ton qu'on trouve, par exemple, dans le texte de Sean, le même style, avec le même retenu, ou pas nécessairement? Est-ce que vous vous laissez aller? En fait, dans un premier temps, c'est sûr qu'on se laisse aller. On traduit ça comme on le souhaiterait soi-même écrire. Puis, après, on se relie, on essaye de respecter le texte, Il faut que ça sonne comme du français. En effet. Puis, il me semble que l'anglais tolère beaucoup plus l'ambiguïté que le français, il me semble. Quand on dit things en anglais, on ne peut pas traduire ça par chose. Il faut faire autre chose. Il faut être beaucoup plus précis dans la langue. Catherine? Oui, je suis d'accord avec Éric. On ne peut pas traduire things par chose, comme l'a fait Deep L ici, parce que c'est juste plat. Et cette femme-là n'a pas une langue qui est plate. Elle est poétesse. Alors, on ne doit pas l'oublier quand elle parle, même si elle parle dans sa tête, c'est une narration qu'elle fait. Elle a toute cette richesse-là en elle. Puis, elle le dit elle-même. Je choisis mes mots méticuleusement. J'aurais pu choisir ça, mais j'ai choisi ça parce que ce n'est pas aléatoire, c'est pas un hasard. Alors, vous pensez à plusieurs choses en même temps. Oui, c'est parce moi j'ai trouvé ça un peu vertigineux de traduire ça parce que je me suis retrouvée dans la tête d'une femme qui a une richesse extrême au niveau du langage. Alors c'est pour ça que certainement j'ai poussé la note un peu au niveau de la variété du langage puis au niveau de l'aspect poétique de sa langue. J'ai remarqué qu'à des places vous avez même coupé les phrases en deux. Oui. Bah ouais. Vous permettez de Il faut s'appeler Deep L pour pas couper une phrase en deux. Là. Parce que Deep L, dès qu'il voit un point, il arrête. Puis là, il recommence. Mais une langue, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Peut-être on va pas médire de Deep L, mais enfin, on est fâchés quand même. Peut-être on peut parler de... Est-ce que vous aimez ça, vous quatre, travailler avec l'auteur et les auteurs? Est-ce que vous aimez ça, travailler avec, avec les traducteurs? Ben, ça dépend de l'auteur en ce qui me concerne. Moi, j'aurais adoré travailler avec Sean. Sean? Oui, moi, j'adore ça. Oui. Ben, quand on parle de langue, ou encore plus, il y a comme une multiplication qui arrive dans la rédaction, dans la composition, quand tu choisis tes mots. Moi, j'écris en anglais, mais il y a souvent des moments où des mots français entrent dans ma tête. Je pourrais les insérer, mais je ne suis pas tellement aussi bilingue que ça, d'une certaine manière. Alors, de voir comme les traducteurs ou traductrices, je crois que c'est un processus où je ne vais pas m'exprimer en anglais. I think there's a process as well where literary translation isn't just about finding the mirror image. It's really like a process of interpretation. It's like, here's a song sung by someone. I'm going to try to sing it with the same intention, the same, heart. And there's something so fascinating when someone's like, I'm going to try to perform my own interpretation of your song is very makes me emotional sometimes. Yeah. J'ai dit, est-ce que vous voulez répondre?
Moi, j'aime beaucoup travailler avec les traducteurs parce que je lis l'anglais, donc j'estime que j'ai quand même une bonne maîtrise de la langue. Et je me rends compte, en fait, que la manière que j'écris en français, souvent, je vais écrire une phrase qui peut-être que le traducteur n'aura pas nécessairement capté l'idée que j'avais derrière la tête en écrivant cette phrase-là. Et puis... souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de corriger ça parce que la phrase a pris une autre tournure ou un autre sens. Mais comme vous avez noté plus tôt l'exemple que vous avez... C'est ça, parce que moi, j'avais comme une logique de on attrape la grippe à l'école, puis c'est pour ça qu'on tousse. Alors que s'il disait il rapporte à l'école une toux, ça marchait plus dans ma tête. Mais en soi, c'est mineur comme détail. Mais je me rends compte que je suis vraiment anale sur cette affaire-là. Je viens vraiment, je viens vraiment un peu maniaque, puis je revise beaucoup ça. Mais en même temps, c'est un plaisir aussi parce que souvent, l'anglais est une langue très punchée. Donc, j'ai l'impression que mes textes prennent une certaine énergie qu'il n'y a pas nécessairement en français quand ils sont en anglais. Donc, c'est vraiment une expérience un peu pétée, en fait, la traduction. J'adore ça. Ouais. C'est drôle parce que Catherine a animé une table ronde sur la traduction l'autre jour. Il y avait David Hommel, qui est le traducteur de Danny Laferrière. Puis il avait parlé du premier livre de Danny. Il dit, Danny a dit... Mais il était d'accord pour le faire traduire, puis il dit, de toute façon, c'est un livre en anglais, c'est juste les mots qui sont en français. C'est ça qu'il avait dit. Comme c'est un livre, pour lui, c'était un livre nord-américain. Alors, l'esprit du livre, c'était un livre américain pour lui. Merci. J'ai une autre question pour vous. Sean, your book features an important AI character. It's really about what we're talking about today, Charlotte. So you've obviously done a lot of thinking about AI. How do you feel about an AI translator versus a human translator? I mean, I think it's, all of us here, it's obvious that there's something different. But, I feel like I wrote this book to express all of the questions I had about it rather than to express all the answers I found. Right. Every answer. I think it's a really I think that on the one hand, there are times where technology replaces something good with something worse. And there's other times where something just changes. The creation of photography changed painting in complicated ways, and I certainly feel sorrow about the diminishment of painting by the creation of photography. And so I think it's worth thinking about the ways in which technology affects translation certainly for the worse, but also are there ways it opens up possibilities? It's interesting to think about being a translator in the process of a machine giving you suggesting to you 50 or 100 ways to translate a sentence. And that act of doing translation through that kind of navigating through those waters would be provocative, would be interesting. It would probably be worse, but it's different. And how could that feed it? But I don't have an answer. No. Et vous, les traducteurs, are translators, Nicola, are you afraid of AI? I'm not afraid of it. I'm keeping an eye on it, but I think that when there are a few different layers to translating anything literary, and one of them is the content, and one of them is the form, and one of them is the ever-diminishing series of choices that you can make based on all the choices you've made before. So where translation, where AI captures the content or the denotation, then you get that layer of style or choice, or it's almost like you don't want to know the author too well because they influence your creative expression. And that is the thing that makes you a literary translator, is the way you use your voice to get the content and the style across. So how do you work with the author? As little as possible? I try to do it on my own as much as I can, and then ask questions, because I think the author in writing had to figure out
solutions to all the problems themselves. And I think it's better for me to try to figure out those solutions myself as well, because that's the creative act. And then to go to them and say, this isn't clear. Did I use the wrong verb tense? Did he bring a cold back from school, or did he take one with him? But I think revision and editing or proofreading or whatever is so important. And I think the many, many choices that DeepL or AI gives us it's like with everything in the world right now. We all have too many choices. And if you stay on the path of the few choices you've made and you follow the voice that you find in the content and the form, then it becomes a piece of art on its own. Eric, Pablo? Moi, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle, j'ai peur de nous, avec cet outil-là dans la main ou avec cette arme-là dans la main. Parce que écrire ou traduire, c'est un acte de relation avec d'autres humains. Alors oui, DeepL va dire qu'elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. Le sens en général, sauf le contresens qu'il a commis et que tu as relevé, Shelley, le sens est là. Mais on lit pas un livre pour savoir que Madame Machin s'est levée, est allée à l'épicerie, a fait ci. C'est pauvre. Ouais. C'est pauvre. DeepL, c'est pauvre. Ce dont parle Sean, c'est pas juste une dame qui travaille avec Charlotte. C'est tout ce que ça éveille en elle de doute, en même temps de possibilités, de vertige. C'est tout ça. Et la machine, elle le comprend pas. DeepL fait pas d'erreur de 6e année. Là. Tu sais, si elle écrit les maisons, elle va mettre un S. Là. On peut se calmer, tout le monde, il va mettre un S. Mais dès qu'il y a des jeux de mots, moi j'avais mis un autre extrait du livre de Chante parce que j'ai parcouru un peu le livre puis j'ai trouvé ça assez amusant. Je me dis, tiens, je vais voir ce que DeepL fait. Alors, ça dit « I came into the day with a spring in my step ». Que DeepL a traduit sans surprise par « J'ai commencé la journée avec un ressort dans le pied ouais. ». Écoutez, là. Bon, ça va peut-être s'arranger, mais ça ne peut s'arranger que parce qu'il y a des êtres humains comme nous, 4 ici, qui, un jour, allons dire « J'ai commencé ma journée de bonne humeur, si on veut garder un petit clin d'œil à Spring, on dit avec une démarche printanière, je ne sais pas, qui évoque bon, qu'on est content, qu'on y va, qu'on est enthousiaste. Puis là, DeepL va prendre ça, puis il va recracher ça, mais probablement à contre-temps. Probablement n'importe comment. Alors, moi, quand je dis que j'ai pas peur de l'intelligence artificielle parce qu'elle fait sa petite chose d'intelligence artificielle, mais que j'ai peur de nous, c'est qu'un jour, nous ne verrons plus la différence. Je suis sûre de ça. Je suis sûre qu'un jour, on trouvera normal de parler avec des points qui tombent en français au même endroit qu'en anglais, puis avec things traduit par choses, là où, si c'est parfaitement acceptable en anglais, en français, c'est pauvre. Alors, c'est de nous que j'ai peur, puis c'est de la cupidité. Parce qu'évidemment, un traducteur, ça coûte de l'argent. DeepL, ça coûte rien. Alors, ou ça coûte pas grand-chose une fois qu'on est abonné. Alors, on va simplement s'habituer à ça. C'est comme si on avait des machines qui distribuaient des sandwichs à quelque chose, là. À un moment, OK, c'est facile, puis j'en mange 1 fois, 2 fois pour me dépanner, 3 fois, 4 fois. Puis au bout de 3 mois, on fait plus la différence entre de la vraie cuisine puis un sandwich. C'est de nous que j'ai peur et de ce que ça nous permet, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Oui, ça me fait peur. Merci. Il nous reste juste quelques minutes et je vais vous laisser parler, Pablo et Eric, mais je veux aussi voir s'il y a des commentaires ou des questions du public. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les accueille heureusement. Eric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pas tellement, mais comme Catherine, pour moi, ma crainte, c'est l'aplatissement de la langue et la perte de la richesse et qu'on s'y habitue, exactement, comme elle dit, qu'on accepte de lire des textes pauvres qui sont pas passés par le cerveau d'un traducteur ou d'une traductrice. Et c'est vrai aussi en traduction littéraire, on travaille beaucoup avec les éditeurs, hein, les réviseurs et les éditeurs. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous, on voit ça sur un niveau, puis eux, ils creusent, ils voient toutes sortes de choses que le traducteur ne voit pas. I'm going to come to the defense of DeepL a bit because I think we're not really making a fair comparison. We just press the button, out comes the text. Oh, here, it's done. I think a better comparison would be a professional translator working with DeepL as one of many tools. I think if we really went through the translations, we would find maybe one word that would be worthwhile, that was interesting. It wouldn't be like when I read my 3 colleagues' text where I see a bunch of phrases that I'm like, wow, that's sparkling, that's brilliant. But
it is a useful tool, and it's up to us as translators to figure out what is the truly human part of translating, and to work with editors, work with authors, work with colleagues, and shut ourselves up in the room and really do that work. Because it's easy to make fun of machine translation, but I think we need to look hard at our own translations and how often we're really putting enough effort and craft into it. And I don't just mean literary translations, I mean all translation. It's really up to us to kind of raise our game and use every tool we can to really create a text that is free and breathes on its own while also being faithful to the original. What I see when I read a lot of translations is we're held back by ideas of faithfulness and the idea, I can't do that, I can't do that. And the result is kind of flat. But like when I read what you three did, I didn't see any hesitation. You're like, I'm going to do that because it sounds good. I'm going to do that because that's a beautiful solution to that. So I think we need to feel empowered to really follow our instincts, follow our thoughts about writing, and push ourselves to do better. I have to admit that I told somebody who's a young translator, we shall say, that that it's sometimes a good idea to put sections or put your text in DeepL because you can, this is not in literary translation, just in general translation, practical translation, because you can actually learn from AI too. Sometimes AI spits things back at you, especially with sentences with complicated structure, and that it can be useful. So there are cases for using it, probably, I think. I probably shouldn't have said that in public. But Nicola, you pointed something out that Maria told me, our producer here, that if you use DeepL, there's a free form of DeepL that if you put a text in it and you can only put 500 words in it, it puts that in its bank and can use it again. That's us feeding artificial intelligence. However, if you buy DeepL, it doesn't do that. If you buy the software, I would. That it doesn't? I don't know. Okay. Because if you don't want to help artificial intelligence, you have to spend the money. It's not very expensive, though. Alors, s'il n'y a pas des questions, des commentaires, on serait très content d'essayer de répondre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Catherine, no? Yes? I'd just like to say, je vais le dire en français parce que c'est une revue qui est écrite en français. S'il y en a qui s'intéressent à la traduction littéraire, il y a la revue Spirale qui vient de sortir. C'est un très beau numéro consacré à la traduction littéraire et j'ai rarement vu autant de pensées profondes dans un seul numéro. On peut le trouver juste là-bas. C'est Spirale, c'est édité par Luba ici. Où c'est marqué revue culturelle Catherine aussi a un texte dedans. Non? Non? Oh, pardon. Je pensais, non. Puis moi, je voudrais mentionner, I'd like to mention that if you can get your hands on the New Yorker from last week. First of all, I forgot to bring it. It has a cartoon that's about artificial intelligence on the cover. And it features a story by Sheila Heti, a Canadian writer whose work often appears in the New Yorker. Actually, the work is by Sheila and a chatbot. And the story is called According to Alice. And Alice is the chatbot. Sean's is called Charlotte, but Sheila's is called Alice. Somebody who's an author and a translator said he found the story very dull, but I haven't finished reading it yet. So, yes, one last thing. We have 1 more minute. Last plug. Carte Blanche is the magazine that's published by the Quebec Writers Federation. We publish translations into English, French to English only. And the translations, including the AI translation from today into English, will be in the next issue of Carte Blanche. Oh, that's great. It's free online.
So if you want to sit and pick at it a little bit more, scabs are so much fun to pick at. That's carte blanche. J'aimerais remercier tout le monde aujourd'hui. D'abord vous, notre public, aussi Shawn Michaels, J.D. Curtis, Catherine Ego, Eric Fontaine, Nicola Danby et Pablo Strauss. Merci aussi à Maria Turner qui a organisé ce slam et à Laurie Schubert, la directrice de la Quebec Writers Federation, et à Olivier Goujon du Salon de l'Île de Montréal et à Héritage canadien. Et bon Salon du livre, bonne lecture. Merci.